ministre. Je suis content de votre question parce que j'ai envoyé un mail à mes collègues de la Ligue internationale, parce qu'on va peut-être se faire rejeter sur l'évolution, parce qu'il y a un article il y a le mois dernier des Coréens. Et en fait, les Coréens ont écrit dans un journal la Corée, la Chine, le Japon, les Philippines, nous voulons changer le terme qui caractérise la maladie dans notre région du monde. Dans notre région du monde, dans la mesure où notre alphabet, qui sont des idéogrammes, on ne peut pas faire le terme épilepsie. Donc on a gardé les termes dans différents pays, et le nom c'est maladie du chien fou, ou chien fou. Ils disent, vous êtes gentils, vous les Européens, à nous imposer un terme d'origine grecque, mais nous, on ne peut pas le traduire, on n'y arrive pas, donc on est obligé d'utiliser ça. Donc on veut changer le nom, et on voudrait l'appeler Cerebral Electrical Disorder. Alors quand vous réfléchissez, c'est pas mal, c'est peut-être un peu trop général parce qu'il y a la migraine. Alors j'ai posé à Wafa hier soir, et comment on appelle l'épilepsie au Maroc? Alors elle m'a dit, on appelle ça épilepsie, mais c'est encore c'est le colonialisme. Et elle m'a dit, Sarah. Et elle m'a dit, j'arrive pas parce qu'il y a 36 000 manières de faire le A. Ça va bien, en venant au Maroc, ça va bien. Oui, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu stigmatisant. Alors, la question c'est, ok, il faut qu'on choigne au niveau de nos soignants, il y a des peurs, parce que le dire, mais la peur elle commence quelquefois par le nom. Est-ce que nous, Européens, Occidentaux, ou Moyen-Orientaux, on est prêts de s'adapter pour les Chinois? Ils représentent quand même la moitié de la planète. Et je pense qu'il faudra commencer par ça, à réfléchir, d'avoir un nom de la maladie qui fait moins peur. Une fois que le nom de la maladie fera moins peur, asthme, je ne sais pas comment on le dit en chinois, peut-être qu'on pourra faire comprendre que la maladie en elle-même, c'est impressionnant. Et c'est pas plus impressionnant qu'avoir un enfant cirrhosé. Mais là, ça va être difficile parce que probablement l'Occident, le Moyen-Orient, doit accepter de changer les choses pour l'Extrême-Orient. Et moi, ça ne me choquerait pas qu'on supprime le terme épilepsie, qu'on appelle ça Cerebral Electrical Disorder. Et je pense que ça serait un début pour expliquer à nos soignants, mais écoutez, c'est comme un espace, c'est un espace du cerveau. Et il est des plus graves et moins graves. Donc, je suis désolé, j'ai pris une belle phrase pour répondre à votre question, mais je pense que c'est le terme au départ qui choque. Il fait peur parce que c'est un mal sacré. Merci beaucoup. C'est une leçon de modestie, de passion et de pédagogie. Je ne veux pas avoir de problème avec votre femme, mais vous m'avez séduit il y a déjà 8 ans par votre pédagogie, et encore avec des cas cliniques, vous êtes encore plus percutant. Je voudrais juste vous demander, et demander à Madani, qui est le président de la société, alors qu'il y a eu d'autres enseignements par nos maîtres, par mes maîtres, essentiellement le professeur Michel Artus, qui nous a quittés il y a des années, de reprendre une formation en épileptologie avec les épilepsies syndromiques, en essayant de les reconnaître, parce qu'il y a quand même une liste, en essayant de les reconnaître, les identifier sur le plan par rapport à la clinique, et puis quelles sont les épilepsies syndromiques qui nécessiteraient une exploration neuroradiologique. Je pense qu'on pourrait organiser ce séminaire qui me paraît capital avec votre présence, parce que j'ai assisté à votre clinique, et merci. En tout cas, je suis ravi d'être là, et je repars dimanche après-midi, et je vais avoir la chance de profiter de cette société cet après-midi. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'enseignement médical continu, ce que j'ai entendu ce matin va participer à ma formation, et j'aurai encore demain matin pour participer, avoir la chance de partager la vie de famille de neurologues et pédiatres et d'amis neurologues et pédiatres chez eux, dans leur famille, qui nous ont accueillis et qui nous permettent de comprendre beaucoup de choses sur votre civilisation et ce pays que j'adore. Au-delà d'un certain âge, il y a des choses qui sont moins spécifiques. Et toutes les études, tous les reculs qu'on a eu, l'inquiétude qu'on a eu sur certains médicaments, qui sont passés d'adultes chez le grand enfant, il y a des problèmes majeurs. Il y a des problèmes vraisemblablement sur une toute petite tranche d'âge. Et après, il faut pondérer, mais je ne suis pas certain qu'on a des études même contrôlées, parfaites, chez le tout petit. Donc je pense que c'est un vrai et un faux problème à la fois. C'est un vrai problème parce qu'il ne faut pas négliger l'enfant du développement des médicaments. C'est un faux problème en disant quand il y a vraiment besoin, il faut. C'est un bénéfice-risque. Par contre, il faut savoir qu'on ne sait pas tout. Il faut être prudent. Et puis,
Vous pouvez tenter de dire, mais il faut que je fasse de l'argent, vous voyez ce que je veux dire, en faisant des études dans des tranches d'âge dont on a besoin, mais il ne faut pas non plus que ça retarde trop l'utilisation. Et par contre, on ne va pas mettre n'importe quoi, n'importe comment. Donc là, je suis un peu provocateur. Je ne dis pas qu'il faut absolument des études très précoces. Il faut savoir que quand même, des études chez l'adulte, pour l'instant, ont permis de montrer que pour beaucoup de molécules, au-delà de l'âge de 5-6 ans, il n'y a pas eu de problème majeur ou de grosse différence. Alors, c'est pas ce que dit tout le monde, mais c'est ce que je perçois. Oui, je suis pas d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord, mais je suis un peu provocatrice aussi. Simplement, on est rattrapé par nos autorités tutelle et ces problèmes de la mise sur l'autorisation de mise sur le marché, donc depuis les lois sur le médicament en France. Et on a besoin des études pour le faire reconnaître, puisque le souci, c'est pas tellement la responsabilité du médecin qui est engagé, mais la molécule ne sera plus remboursée au patient si on est hors AMM. Donc ça retentit sur... voilà. Donc ça, c'est quand même un problème, et on est en train de réfléchir avec la NSM pour pouvoir faire passer une molécule. Allez, une dernière question. Oui. Donc moi, je remercie fortement le professeur Pêche de cette conférence qui va nous pousser, nous tous, à réfléchir beaucoup devant un enfant épileptique devant nous. Il va nous pousser à poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette épilepsie et ces crises épileptiques? Mais j'ai peur que nos jeunes qui sont vraiment avec nous et qui sont présents avec nous, ils soient un petit peu bouleversés. Parce que ce que je pense que sur le plan terminologie, vraiment c'est clair, au lieu d'une terminologie ancienne, il y a une terminologie nouvelle qui va vraiment avec la réalité, donc on doit l'apprendre. Mais il faut toujours garder la notion de syndrome qu'on apprend toujours. Et ce qui est important dans cette présentation, c'est de réfléchir au-delà des crises épileptiques. C'est-à-dire qu'on est devant une épilepsie et pas uniquement des crises épileptiques. Donc ça veut dire traiter bien sûr les crises épileptiques sont un volet de l'épilepsie, mais s'acharner au reste de la vie de l'enfant, cognitif et mental et son insertion sociale. J'en viens pour le G. Juste pour vous répondre, madame, je pense que nous tous, comme vous l'avez dit pour les ataxies, nous avons eu la chance, je suis parti d'un auteur marseillais qui parlait des maladies hérédito-dégénératives, d'être encore bouleversé. Et que la médecine nous bouleverse, c'est une chance. Il faut savoir qu'il faut douter sur le bouleversement. Il faut continuer à douter. Il faut partir des bases. Mais gardons cette chance, c'est comme en amour. Le jour où on n'est plus bouleversé, on n'aimera plus notre petit. Donc il faut positiver tout ça pour les